Bon, je vais vous proposer de commencer. Merci à tous de vous être connectés pour cette visio. On va commencer donc avec Marjorie. Marjorie, qui est notre experte comptable, partenaire du syndicat des internes, qui intervient chaque année sur le séminaire sur les impôts et aussi sur d'autres séminaires sur l'installation, le remplacement. Pour ceux que ça intéresse, elle a été présente notamment au Forum du futur du jeune médecin d'Occitanie qui avait eu lieu en février. Euh, voilà, c'est le SILR qui vous propose tout un tas de conférences. Et celle-là est traditionnelle parce qu'on est dans la période pour déclarer ses impôts. Vous avez été nombreux à nous solliciter avec pas mal de questions en amont. Donc, on va essayer d'y répondre. Vous allez voir, ça sera un peu mixte, c'est-à-dire que Marjorie a eu les questions en amont, donc elle va en parler dans sa présentation. Et puis, à la fin, on aura un temps de questions-réponses aussi, uniquement sur le chat. Je vous demanderai de ne pas activer votre micro parce que, bon, là, on n'est que 160, mais il y a plus de 400 personnes qui se sont inscrites, donc ça risque de faire beaucoup. Dans tous les cas, s'il reste encore des questions, on trouvera toujours le moyen d'y répondre. Vous pourrez toujours solliciter nos secrétaires qui après verront avec Marjorie. Et puis, je vous engage peut-être aussi, enfin Marjorie, tu pourras nous dire après comment, s'il y en a qui veulent te contacter directement pour des questions un peu plus spécifiques, comment on Oui, peut faire, dans le raisonnable aussi. d'accord. Voilà, et je tiens à m'excuser parce que je suis de garde, ça s'est mal goupillé pour ce soir. Donc, je vais vous quitter là une petite heure, mais je reviendrai pour le temps de questions-réponses. Voilà, et D'accord. en attendant, je suis disponible sur mon téléphone. Voilà, et la session est enregistrée. Donc, vous pourrez retrouver après l'enregistrement sur le site du SILR. On en enverra un lien. Sur le temps, là, il y a une question de Nicolas sur le temps de la conférence. Je ne sais pas, toi, combien tu as prévu de temps avec ton diapo? Euh, le diapo, je pense que c'est assez rapide, mais avec les questions, au moins Ok. une heure et demie peut-être. Ça dépend, ça Bon, dépendra s'il y a beaucoup de questions. très bien. Eh ben, je te laisse la parole. Merci. Et D'accord, à merci. tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous. Donc du coup, ben, on va voir la déclaration de l'impôt sur le revenu. Donc d'abord, on va voir ben, le fonctionnement du paiement de l'impôt sur le revenu pour que je vous explique ben, depuis la mise en place du prélèvement à la source qui date déjà de 2019, ben, comment est payé l'impôt et comment faire ben, pour adapter vos prélèvements justement. Ensuite, on verra ben, la déclaration sur le site ImpôGouv, comment faire pour avoir vos accès. Et puis, ben, les trois ou quatre volets de la déclaration. Donc, ben, d'abord, le statut salarié, comment déclarer vos frais réels, si jamais vous avez des réductions et des crédits d'impôt. Et puis, les revenus non salariés, c'est-à-dire les revenus de remplacement, que c'est une déclaration annexe. Et pour certains qui sont concernés, la déclaration des revenus locatifs, qui peut être des revenus de location vide ou des locations meublées. Alors, donc au niveau du fonctionnement du prélèvement à la source, en fait, en 2021, au début enfin, les 6 premiers mois de l'année, vous avez payé des acomptes qui sont basés sur le dernier revenu connu par l'administration. Étant donné que c'est l'année 2020, bah, ils se sont basés sur les revenus 2019. Et les 6 derniers mois, bah, sur les revenus 2020, puisqu'après, bah, en juin, vous faites votre déclaration qui connaissait vos revenus. Là, vous allez, bah, en mai 2022, faire votre déclaration des revenus réels perçus en 2021. L'administration va faire le calcul de votre impôt dû par rapport à ces revenus et bah, va faire la différence avec les acomptes que vous avez déjà payés. Et en septembre, il vous sera fait le solde d'impôt s'il y a ou un reversement de trop payé si c'est le cas. Euh, pour les salariés, votre employeur reçoit bah, directement de l'administration votre taux de prélèvement à la source qui est déduit bah, sur le bulletin de salaire. Donc, vous percevez un salaire net d'impôt, mais net d'impôt par rapport au taux de prélèvement qui est appliqué. Donc, si ce n'est pas le bon taux, bah, vous passez d'impôt. On verra après pour moduler. Pour ce qu'on appelle travail non salarié, donc c'est-à-dire pour toute la partie remplacement, votre impôt, il est prélevé sur votre compte bancaire, puisqu'il n'y a pas de tiers collecteur comme peut être l'employeur. Donc, vous payez tous les mois un acompte d'impôt sur la base de votre impôt de votre impôt de l'année précédente, que vous pouvez également moduler à tout moment dans l'année.
Bon, du coup, voilà, je précise qu'il est conseillé d'ajuster le prélèvement à la source, le PAS, à son revenu réel de 2022, c'est-à-dire que si vous avez eu des augmentations, si vous savez que vous avez plus de garde ou que vous allez percevoir un revenu plus important, c'est important d'aller sur le site et de prévenir les impôts de votre revenu estimé 2022 pour éviter d'avoir des reliquats à payer l'année suivante. Je vais vous montrer rapidement dans la diapo suivante comment faire, mais il y a une note explicative qui a été diffusée en février 2019 à la mise en place du prélèvement à la source et qui vous permet de savoir exactement comment faire votre modulation. Donc, ça, c'est quand vous voulez faire, vous êtes sur le site impôt Gouv passe particulier et que vous voulez faire gérer mon prélèvement à la source. Vous avez la possibilité de changer votre situation de famille, donc déclarer éventuellement sur la naissance d'un enfant, un mariage ou un PACS. Ici, vous allez pouvoir actualiser suite à la hausse ou à la baisse de votre revenu. Donc, c'est ici que je vous conseille d'aller en premier lieu pour du coup ajuster déjà le taux de prélèvement à la source, c'est-à-dire le taux qui représente votre impôt sur la totalité de vos revenus, quand vous avez des revenus salariés et de remplaçants. Et ensuite, si votre taux il est correct et que les acomptes ne se sont pas mis à jour, là, vous pouvez gérer vos acomptes. Donc, la partie acompte, c'est tout ce qui est partie remplacement pour du coup, ces travailleurs indépendants et tout ce qui est revenu locatif, puisque pareil, il n'y a pas de tiers collecteur de l'impôt. Donc, on paye des acomptes aussi pour les revenus fonciers et revenus locatifs. C'est pour ça que je vous ai marqué en rouge ici qu'il est préférable d'abord de commencer ici et ensuite d'ajuster les acomptes, parce que si les acomptes sont calculés sur un mauvais taux, là encore, vous ne payez pas assez. Donc, je vous ai mis un exemple rapide. Par exemple, en 2021, votre taux de passe qui était calculé sur vos revenus antérieurs, c'est 2,1%. Vos revenus sont plus importants en 2022, ils sont 36 000 €. Mais si vous ne faites rien, vous allez payer 3 000 € fois 2,1%, c'est-à-dire 63 € tous les mois. Alors qu'en fait, votre taux de prélèvement à la source sur ce revenu-là, l'impôt calculé, c'est 13%. Donc, ça serait un acompte de 390 au lieu de 63 €. Donc, l'écart est quand même important. Donc, il y aurait un reliquat de quasiment 4 000 € à payer fin 2023 au moment où vous déclarez les revenus 2022. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si les revenus changent, c'est important de moduler dès que possible le taux de prélèvement à la source. Donc, votre déclaration est à faire sur le site impôt Gouv espace particulier. C'est obligatoire à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Donc, je vous ai marqué les dates limites en fonction de votre département. Vous pouvez donc commencer la déclaration sur le site impôt Gouv. Et en fait, il vous faut choisir toutes les rubriques à déclarer pour votre déclaration d'impôt. Vous avez soit des cases à cocher, soit un moteur de recherche en haut, il me semble, des cases, où vous pouvez saisir la case concernée. Donc là, quand moi, je vais vous transmettre les numéros de cases. Donc, si vous ne savez pas où cocher, vous pouvez ici saisir la case pour rechercher la rubrique. Donc, au niveau du foyer fiscal, si jamais il y a eu un PACS ou un mariage dans l'année 2021, c'est soit une déclaration commune pour toute l'année, soit une déclaration séparée pour toute l'année. C'est la seule année, c'est la première année où vous avez le choix entre les deux. Après, les autres années, c'est systématiquement une déclaration commune. Donc, du coup, il vous faut quand même faire une simulation pour savoir si c'est plus avantageux de faire une déclaration commune ou une déclaration séparée, parce qu'en fait, pas forcément une baisse d'impôt d'être pacsé ou marié, donc c'est quand même bien de le voir. Vous avez un simulateur sur le site impôt.gouv pour faire vos calculs. Pour le rattachement sur le foyer fiscal des parents, donc vous pouvez le faire jusqu'à 25 ans si vous poursuivez vos études, 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, donc 1er janvier 2021. Pareil, un calcul est à faire pour savoir si l'option est plus ou moins avantageuse, puisque soit vous avez votre demi-part effectivement qui est rattachée au foyer de vos parents, mais aussi vos revenus, soit on sort vers vos revenus, on sort la demi-part, donc il faut voir ce que ça donne dans les deux cas. Si jamais c'est votre première déclaration et que vous n'avez pas reçu vos identifiants, du coup, il faut contacter les impôts. Dans l'idéal, il faut indiquer toutes vos informations, date de naissance, lieu de naissance, adresse, adresse mail et numéro de téléphone et d'envoyer votre carte d'identité pour recevoir vos identifiants.
Donc, pour la partie salaire, donc vous avez la case 1AJ qui est normalement pré-remplie, mais qui est à vérifier avec votre dernier bulletin de décembre ou vos derniers bulletins si vous avez eu plusieurs employeurs en cours d'année. Donc, les derniers bulletins au fur et à mesure de l'année. C'est le cumul imposable qui est à regarder. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir cette case 1GH pré-remplie. Et celle-là, elle correspond en fait aux heures supplémentaires exonérées, puisque vous avez un certain montant d'heures supplémentaires qui est exonéré, mais qu'il faut quand même mentionner sur la déclaration. Et ensuite, là où on a eu beaucoup de questions, c'est la partie frais réels. Donc, soit cette case 1AK, vous ne remplissez rien du tout. Dans ce cas-là, les impôts ils vont faire un abattement de 10% sur le montant que vous avez renseigné en case 1AJ. Donc, par exemple, 30 000 euros, ils vont appliquer 3 000 euros d'abattement. Soit vous renseignez un montant là, donc vous cliquez sur option frais réels. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et il faut expliquer si vous avez eu des frais de déplacement et puis lister tous vos différents frais réels. Les justificatifs ne sont pas forcément à envoyer aux impôts, il faut juste leur détailler dans le cadre et conserver les justificatifs si jamais ils vous sont réclamés. Donc, les premiers, les plus importants frais réels que l'on retrouve, c'est les frais de déplacement. Donc, soit on applique des frais réels, mais qui sont assez compliqués à calculer et à justifier, on va dire, soit on utilise le barème kilométrique qui est en principe beaucoup plus avantageux, puisqu'il regroupe l'usure du véhicule, le carburant, les assurances, tout ce qui est pneumatique, entretien, réparation. Par contre, ce barème ne compte pas tout ce qui est autoroute, parking et d'emprunt. Donc ça, c'est quand vous faites les frais réels au niveau des frais de déplacement, il vous faut faire le barème kilométrique plus les frais d'autoroute, de parking, éventuellement les intérêts d'emprunt. Donc, le barème a été réévalué cette année. Donc, il vous faut regarder les chevaux fiscaux de votre véhicule qui se trouve sur la carte grise en case E6. Et en fonction de la distance que vous avez parcourue à l'année, vous appliquez une des trois colonnes. Je vous ai mis ici la particularité que les impôts ont mis en place en 2021 sur l'électrique. Si jamais vous avez un véhicule électrique, le résultat que vous aurez sur l'indemnité kilométrique calculée, vous le majorez de 20%. Donc, vous faites fois 1,20 pour votre indemnité déductible. Ensuite, les autres frais qui peuvent être déduits, ce sont les frais de restauration. Donc, ça peut être déduit uniquement si vous n'avez pas de cantine ou pas de restaurant d'entreprise à votre disposition. Ça peut être une évaluation forfaitaire, donc de 4,95 € par repas, donc par jour travaillé. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de déduire les frais réels, le montant réel de vos frais de restauration, si jamais ils sont plus élevés que 4,95 €. Par contre, on déduit une quote-part non déductible justement de ce même montant. Donc, ils se ressemblent, mais c'est uniquement pour dire que 4,95 €, c'est la valeur d'un repas pris au domicile selon l'administration. Donc, quand on prend le barème forfaitaire pour l'administration, ça veut dire que vous mangez pour 9,90 €, sauf qu'on enlève 4,95 € pour faire la part déductible. Donc, si vous avez un justificatif qui est plus élevé que 9,90 €, c'est plus avantageux de déduire les frais de repas puisque vous allez déduire une part plus importante. Sinon, si vous n'avez pas conservé vos justificatifs ou si vous n'avez pas de frais qui soient plus importants, vous déduisez le forfait de 4,95 € par jour travaillé. Il faut bien évidemment que le repas soit compris dans la journée de travail, en fait. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais d'habillage spécifique. Là, ça va être habillage qui ne peut pas être mis à l'extérieur de votre lieu de travail. Donc, je pense par exemple aux blouses pour vous. Ensuite, il y a la cotisation versée au syndicat, les frais de documentation, tout ce qui va être abonnement à des revues professionnelles, des livres que vous avez pu acheter soit pour vos études, soit pour votre activité professionnelle. Et après, tout ce qui va être frais d'impression de thèse et d'inscription au DU. Ensuite, vous avez aussi des frais de double résidence, mais qui sont déductibles vraiment s'il y a une impossibilité de maintenir une seule résidence. Ce n'est pas uniquement par commodité. Donc,
Donc, il faut expliquer éventuellement que vous avez le reste du foyer fiscal qui reste à l'adresse initiale et que du coup, vous changez de lieu de travail de manière régulière, que vous ne pouvez pas déplacer tout le monde. Et vous avez donc également les frais de déménagement qui peuvent être déduits. Et après, tout ce qui est matériel, mobilier, fourniture, donc c'est vrai que dans les questions, on a eu ce genre de choses, je crois, téléphone, ordinateur. Donc effectivement, si vous vous en servez à titre professionnel ou l'ordinateur, on peut aussi penser à la thèse, à tout ce qui est recherche, tout ça, vous pouvez déduire une part. Donc soit si c'est inférieur à 500 euros, vous déduisez la totalité. Si c'est supérieur à 500 euros, vous allez faire ce qu'on appelle un amortissement. C'est-à-dire, par exemple, un tiers de la valeur de votre téléphone ou de votre ordinateur déduit chaque année. Donc, si vous avez acheté en 2021 un ordinateur à, je ne sais pas, 550 euros, divisé par 3, ça vous donne de l'amortissement. Donc, vous déduisez 183 euros en 2021, en 2022, puis en 2023. Et ensuite, si jamais j'ai oublié des choses, à partir du moment où les frais que vous avez faits sont en lien avec votre activité ou avec vos études, du coup, vous pouvez les déduire. J'ouvrirai le chat après. Je vois qu'il y avait des questions. Je voulais être sûre que tout le monde m'entendait. Alors, j'ai récapitulé une première partie de questions, mais après, j'en ai mis d'autres à part que j'aborderai tout à la fin. Donc, il y avait à partir de quel montant les dépenses en frais réels sont plus intéressants. Donc, on l'a vu, c'est soit il y a l'abattement de 10% de votre net imposable, donc 30 000 euros imposables, 3 000 euros de frais déduits par l'administration. Mais si vos frais, c'est 3 500 ou 4 000, dans ce cas-là, hop, vous remplissez la case option parce que ça sera plus avantageux. Il peut arriver, oui, le cas que vous ayez une différence entre ce qu'il y a dans la déclaration pré-remplie et les revenus réellement perçus en fait sur vos bulletins de salaire. Donc ça, il faut le vérifier et éventuellement le modifier. Vous avez la possibilité de modifier tout ce qui est pré-rempli. Je vérifie la réponse que j'ai écrite quand même pour faire la modification. Je n'ai pas précisé que le revenu imposable n'est pas égal au revenu net. Puisqu'en fait, il y a des parts de CSG, CRDS non déductibles qui vont être rajoutées à votre net perçu. Donc, je n'ai pas fait attention, mais si la question c'était ça, ça peut être aussi une explication. Dans ce cas-là, c'est vraiment le cumul imposable qu'il faut prendre et pas le cumul net. Ensuite, doit-on déclarer le revenu brut ou le revenu net? C'est ni le net payé, ni le brut en haut de bulletin, c'est vraiment le revenu net imposable, c'est-à-dire net payé plus CSG, CRDS non déductible. Comment déclarer les vacations de vaccination? Donc, soit vous êtes non remplaçant, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'activité déclarée à l'URSSAF, vous n'êtes pas connu. Dans ce cas-là, normalement, ce qui vous a été reversé net de cotisation. Il y a une petite quote-part qui a été conservée. Et dans ce cas-là, vous pouvez le compléter en case 1AP. J'ai cherché, je n'ai pas eu d'autres informations. Donc, la case 1AP, c'est les autres revenus imposables. Donc, vous pouvez le mettre là-dedans. Et pour les remplaçants, par contre, c'est dans le micro BNC, puisque eux, ils n'ont pas subi d'abattement pour les cotisations sociales. Et pour l'imposition d'un compte PEA, donc pour les revenus de placement, ils sont à déclarer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans une des cases, une des catégories à cocher. En principe, quand ce sont les banques, la déclaration est systématiquement pré-remplie. L'organisme vous envoie un récapitulatif que vous pouvez comparer, ou si ce n'est pas pré-rempli, ça peut vous aider à remplir. Il faut savoir qu'il y a 2 modes d'imposition des intérêts. S'il n'y a pas de gros montants, ça ne sert à rien éventuellement de faire une option. Mais si les montants sont importants, c'est quand même bien de le comparer. Vous avez soit une imposition à la flat tax de 30%. Donc, dans les 30%, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu.
Donc, si jamais votre tranche d'imposition elle est en dessous, elle est à 11 par exemple, du coup, il faut cocher la case 2OP pour être imposé au barème progressif. Sinon, l'imposition est à la flat tax. Et ensuite, j'avais une question, oui, sur l'exonération pour les revenus étudiants, à la limite de 3 SMIC. Donc ça, les internes en médecine sont exclus du dispositif. C'est voilà, c'est dit assez clairement, pas au niveau des impôts, mais quand on recherche, il y a bien eu des questions dans ce sens-là. Et c'est clair, vous êtes exclus. Voilà. S'il y a d'autres questions pour tout ce qui est frais réels ou autres, soit auxquelles je n'ai pas répondu, j'ai déjà reçu, soit que vous avez posé là entre-temps, on y répondra à la fin. Alors là, je vous ai mis le barème d'imposition. Ah ben mince, j'ai oublié de vous mettre le nouveau. C'est le barème d'imposition des revenus 2021, mais bon, il a juste été un petit peu revalorisé. Donc, c'était juste pour vous expliquer le calcul de votre impôt, comment il se faisait et d'où vient votre taux de prélèvement à la source. En fait, les 10 000 premiers euros, ils sont imposés à 0%. Ensuite, de 10 000 à 25, vous êtes imposé à 11%. De 25 à 73 à 30, puis au-delà à 41. Donc, ce qui veut dire que si votre revenu, on prend toujours l'exemple des 30 000 de tout à l'heure, si votre revenu est à 30 000, vous avez 10 000 à 0, 15 000 à 11 et puis 5 000 à 30. Voilà comment ça se fait. Et ensuite, le total de ces 3 tranches fait votre impôt et donc votre taux moyen d'imposition. Voilà, c'est juste pour l'explication de la compréhension du calcul. Ensuite, vous avez une autre déclaration, une déclaration annexe qui est la 2042 RICI, les réductions d'impôts et crédits d'impôt, dans laquelle vous pouvez marquer tout ce qui va être don versé, donc à des associations. Vous avez plusieurs catégories. En principe, l'association qui vous délivre le reçu marque dans quelle catégorie elle est. Les organismes d'aide aux personnes en difficulté, du coup, sont à mettre en 7 UD. Il y a un montant maximum de 530 euros. Donc, si ça excède, il faut ensuite mettre en 7 UF pour les autres organismes. Ensuite, vous avez votre cotisation syndicale au SILR qui est à mettre en case 7 AC, sauf si vous avez choisi les frais réels dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il y avait la cotisation au syndicat qui était déductible dans les frais réels. Donc, si vous prenez les frais réels, vous le mettez là-dedans. Si vous n'avez pas fait les frais réels, vous prenez les 10%, vous déduisez la cotisation syndicale en case 7AC. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, qui est renseigné donc de case 7GA ou 7GC. Et les dépenses d'emploi à domicile, donc tout ce qui va être jardinage, ménage, services administratifs, en case 7DB. Pour ceux qui ont des réductions d'impôts pour investissement locatif, je n'aborde pas forcément le sujet là, mais il faut ajouter, c'est dans une autre déclaration, une annexe qui s'appelle la 2042C. Par rapport à toutes ces réductions et crédits d'impôt, si jamais vous en avez déjà déclaré l'année précédente, il est possible que vous ayez reçu en janvier un acompte de 60% du crédit de l'année dernière. Donc, ce crédit-là, il va être rajouté au montant d'impôt qui vous est calculé et ensuite, les nouveaux crédits vont être déduits. Donc, si jamais vous avez reçu ça, que vous ne saviez pas d'où ça vient, c'est un acompte. Ensuite, pour les revenus non salariés, donc les revenus de vos remplacements, vous avez soit… Alors, on m'a posé la question pour le régime simplifié, comment on déclare. C'est la même façon. Les deux sont du micro-BNC. Le régime simplifié est un régime simplifié social, c'est-à-dire pour les cotisations sociales, vous payez 13 et quelques % du montant de vos recettes. Par contre, l'impôt sur le revenu se déclare comme le micro-BNC. On déclare les recettes et les impôts font un abattement de 34%. Donc, les recettes sont à renseigner en case 5 HQ brut. Ce sont les impôts qui font l'abattement. Je fais un petit rappel sur le montant des recettes. Le plafond, c'est 72 600. Et c'est 72 600 qui doit être dépassé pendant 2 années d'affilée pour ne plus être au micro-BNC. Donc, si c'est votre première ou votre deuxième année d'activité, peu importe le chiffre d'affaires, vous êtes en micro-BNC. Et si c'est votre troisième année et que vous n'avez jamais dépassé 72 600, c'est aussi un micro-BNC. Pour la permanence de soins, dans les zones déficitaires en offre de soins, vous avez une carte qui est à consulter sur le site de l'ARS. Vous avez 60 jours
de permanence exonérés par an. Donc ça, c'est à renseigner en case 5 HP et il faut se renseigner déjà là où vous avez fait les permanences ou sur le site de l'ARS pour savoir si vous êtes concerné. La case 5 HP, vous verrez, c'est revenus exonérés. Ensuite, en déclaration contrôlée, si jamais il y en a qui sont concernés, donc qui ont effectué une déclaration contrôlée 2035, soit vous avez adhéré à une association de gestion en 2021 et donc vous renseignez le net de la déclaration contrôlée en case 5QC, soit vous n'avez pas adhéré et c'est en case 5QI. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement en cours d'année par rapport à ces questions-là de micro-BNC, déclaration contrôlée, régime simplifié et que vous souhaitez être accompagné ou avoir juste un conseil ponctuel, le cabinet a mis en place un accompagnement micro-BNC avec le SILR, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, les questions par rapport à ça, comment déduire la CSG versée à l'URSSAF? Donc, la CSG que vous versez à l'URSSAF, elle n'est pas déductible sous le régime micro, puisque le régime micro, c'est un régime forfaitaire. Dans les 34%, on estime qu'il y a les cotisations sociales et la CSG que vous payez à l'URSSAF également. Donc, la case CSG déductible de la déclaration, elle correspond uniquement à la CSG payée sur la déclaration précédente sur le plus souvent des revenus fonciers. Donc, j'ai eu le cas d'internes qui avaient des CSG déductibles sur la déclaration de revenus alors qu'il n'y avait pas du tout de revenus locatifs. C'est juste qu'ils avaient complété une case. Je ne sais pas si je vous l'ai mise d'ailleurs dans la présentation. Une case pour revenus non soumis à prélèvement ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça a majoré l'impôt sur le revenu des prélèvements sociaux de leurs revenus libéraux, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est vraiment uniquement la case que je vous ai renseignée. Est-ce que je peux retourner en arrière? 5HQ. Il n'y a que ça. Il y a l'abattement qui est fait et ensuite, les impôts sont calculés. Mais il n'y a pas plusieurs fois le revenu à renseigner. Alors, comment paie-t-on le PAS, le prélèvement à la source, lorsqu'on fait des remplacements? Donc ça, on l'a vu un peu plus haut, mais je le répète. C'est prélevé sur le compte bancaire. Donc, vous avez sur votre activité salariée, votre prélèvement sur le bulletin de salaire et sur votre activité libérale, le prélèvement sur le compte bancaire. Il y a deux prélèvements différents. URSSAF, CARMF ainsi que frais de responsabilité civile professionnelle, est-ce que cela fait partie des frais réels? Si vous êtes en micro-BNC, aucun de ces frais n'est déductible, ce sont les recettes brutes qui sont à renseigner. Tous ces frais-là sont compris dans les 34%. Et l'espace professionnel pour le libéral, est-ce qu'il est nécessaire? En fait, il vous faut ouvrir l'espace professionnel uniquement pour payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est à payer en décembre de chaque année. C'est uniquement à ça que vous sert votre espace professionnel ou aussi à déclarer votre déclaration 2035 si jamais vous vous en occupez tout seul. Voilà pour ces questions-là. Et ensuite, la dernière partie, je passe vraiment rapidement dessus parce que je ne sais pas si vous êtes nombreux à être concernés, mais il y a eu quelques questions quand même. Vous avez donc deux types de location, la location vide ou la location meublée. Ce sont deux systèmes totalement différents et qui ne se déclarent pas du tout de la même façon dans la même catégorie en fait. La location vide, c'est un revenu foncier. Donc, on mentionne les loyers en case 4BE si les loyers sont inférieurs à 15 000 €. Et dans ce cas-là, vous avez un abattement de 30%. Donc, c'est un peu le même principe que le micro-BNC ou que l'abattement des 10% sur le salaire. On met 30% et dans ce cas-là, vous ne déduisez pas ni taxe foncière, ni assurance propriétaire non occupant, ni les frais de copropriété, éventuellement les honoraires d'agence immobilière. Tout ça, c'est compris dans les 30%. Sinon, soit si ces frais-là sont plus importants que 30% ou si les loyers perçus sont supérieurs à 15 000 €, il vous faut cocher donc une déclaration supplémentaire dans les catégories toujours pareil, revenus proposés. C'est la 2044. Et vous déduisez les intérêts d'emprunt, la taxe foncière hors taxe ordure ménagère qui est une taxe qui est refacturée au locataire, votre assurance propriétaire non occupant, les frais pour le syndic de copropriété, hors charges locatives qui sont aussi refacturées au locataire, les honoraires de l'agence et un forfait de 20 € par local. Voilà, donc ça c'est pour la partie revenu foncier.
Pour la partie location meublée, pareil, il existe un régime micro partout. Donc, il y a aussi un régime micro pour la location meublée. C'est 50% d'abattement sur les loyers. La différence avec je n'ai pas précisé sur les loyers ici de location vide, ce sont les loyers hors charge, puisque les charges sont censées, entre les charges que vous refacturez au locataire et les charges que vous avez payées, charges locatives, c'est censé s'équilibrer. Donc, on impose uniquement le loyer hors charge. Pour la location meublée, c'est différent parce qu'en fait, le régime fiscal est différent. C'est la totalité du loyer qui est imposable et qu'il vous faut mentionner pour le calcul de l'abattement de 50%. Je n'ai pas précisé, mais le seuil pour le micro, en fait, c'est le même que le micro BNC, par contre, pour la location meublée. Donc, 72 000, donc là, vous la marge. Et donc, les loyers sont à renseigner soit en case 5ND, soit en case 5NG pour les meublés de tourisme. Et je vous précise ici, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais pour tout ce qui est location saisonnière depuis peu de temps, si les recettes sont supérieures à 23 000 euros, on a une affiliation au RSI. Donc, le RSI, c'est le régime de l'URSSAF, en fait, obligatoire. Et donc, il faut payer les cotisations sociales. Et donc, dans ce cas-là, les loyers sont déclarés dans une autre case. Soit au réel, mais là, par contre, au réel, c'est pas aussi simple que la déclaration 2044 d'allocation vide. C'est une déclaration fiscale à part, comme la 2035 pour vos revenus de remplacement, sauf que là, ça s'appelle 2031. C'est une liasse qui est faite et déposée à l'administration à part, qui a aussi une adhésion CGA, AGA possible, donc avec 2 cases différentes. Voilà. La location meublée, on aurait plein de choses à dire, plein d'explications, puisque si j'ai au moins une parenthèse à faire, c'est que entre la location vide et la location meublée, c'est quand même la location meublée qui est plus avantageuse fiscalement, même si elle peut être contraignante en termes de gestion peut-être, en fonction de ce que vous choisissez. Mais c'est une grande question à se poser quand même au moment où vous voulez faire du locatif. Je vous précise ici que les revenus locatifs, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, comme tous vos autres revenus, en fait, au barème progressif, mais il faut y rajouter aussi 17,2 de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, il y a, vous, sur vos salaires, ils vous sont prélevés sur vos bulletins. Pour le libéral, ils vous sont prélevés par l'URSSAF au niveau CSG, CRDS à 9,2%. Et pour tout ce qui est locatif, vous n'avez pas payé vos prélèvements sociaux puisque vous percevez directement de vos locataires. Donc, au niveau des impôts, vous êtes sur le barème, donc en principe à 30% d'impôts, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose quand même à anticiper puisqu'en termes de coûts, ça peut être important. Quand vous investissez, que vous faites un emprunt pour investir et que vous avez un emprunt qui équivaut au loyer que vous encaissez, en fait, vous ne percevez pas de revenus, mais ce revenu-là peut générer de l'impôt. Donc, c'est vraiment important de l'anticiper. Je crois que j'ai fini avec ma présentation et les principales questions. Je vais ouvrir déjà les questions que j'ai reçues précédemment. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je pense avoir répondu à la plupart dans la présentation, mais j'ai eu une question, par exemple, comment doit se faire la déclaration de compte à l'étranger? Donc, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais si vous détenez des comptes à l'étranger, vous avez l'obligation de les déclarer et c'est au moment de la déclaration de revenus qu'on le fait. Donc, il vous faut, pareil, ajouter un volet dans la déclaration, donc c'est au même endroit que toutes les autres, mais à ajouter une catégorie. Et c'est le formulaire, alors papier, c'est le formulaire 3916. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver uniquement en tapant 3916 sur votre espace particulier, mais en principe, c'est assez bien expliqué sur ImpôGouv dans les catégories que vous voulez déclarer. Après, j'ai eu une question. Est-ce que les chèques vacances sont exonérés d'impôts pour les médecins remplaçants? Alors, je comprends pas très bien la question, mais je vais y répondre du coup dans le sens quand est-ce que les chèques vacances sont avantageux quand vous avez une activité libérale. Donc, c'est avantageux uniquement quand vous n'êtes pas en micro-BNC, puisqu'en fait, micro-BNC, vous n'avez pas de frais, donc ça ne sert à rien d'en faire. D'acheter des chèques vacances, c'est faire des frais, mais si vous ne pouvez pas les déduire, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous faites une 2035,
effectivement, vous avez la possibilité d'acheter des chèques vacances pour vous et de les déduire de vos charges. Donc, c'est exonéré d'impôts et de cotisations sociales jusqu'à 500 euros en totalité, enfin 466 euros exactement en totalité d'impôts et de cotisations et jusqu'à 1 500 euros uniquement d'impôts. Donc, ça peut être avantageux, mais uniquement en déclaration au réel en 2035. Est-il possible? Alors, j'ai une question par rapport aux vacations de vaccination. Donc, ça, on a parlé de où est-ce qu'il fallait les renseigner. Par contre, j'avais dans la question à la fin, est-il possible d'utiliser le système du quotient? Donc, dans le système du quotient, je pense que vous vouliez parler du revenu exceptionnel, parce qu'en fait, quand on perçoit un revenu exceptionnel, on peut décaler le paiement de l'impôt sur 3 années. Mais un revenu exceptionnel, il y a une définition assez précise et il faut qu'il dépasse la moyenne des revenus imposables des 3 années précédentes. Donc, il faut que ce montant soit assez important. Donc, c'est rare que le revenu réponde à un revenu exceptionnel. Donc, non, on ne peut pas déclarer ça dans cette catégorie-là. Pension. Ah oui, j'avais une question sur les pensions alimentaires versées à un enfant majeur faisant des études et vivant à la maison. Donc, soit on a la possibilité de rattacher l'enfant à sa déclaration. Dans ce cas-là, on fait une déclaration commune pour l'ensemble du foyer, on rattache les revenus de tout le monde. S'il fait des études et qu'il n'a pas eu de revenus, pas de souci, on a sa demi-part. Soit on a il faut faire la simulation en fait entre les deux, hein. Soit on ne rattache pas sa part dans le foyer, mais on verse des pensions. Je n'ai plus le montant exact en tête, mais il y a un montant forfaitaire de 3 900 euros, je crois, par enfant hébergé que l'on peut déduire. Ensuite, j'avais une question. Alors, quelle différence concrète entre les frais réels et le prélèvement à la source? Donc, ça n'a rien à voir. Les frais réels, hein, c'est vraiment vos frais spécifiques à votre activité de salarié que vous pouvez déduire ou pas si vous choisissez les 10%. Quant à lui, le prélèvement à la source, c'est totalement différent, hein. C'est vraiment le prélèvement de votre impôt. Quand on dit à la source, c'est à la source côté employeur sur le bulletin de salaire ou à la source sur le compte bancaire quand il n'y a pas d'employeur. Et déclaration d'impôt en ZRR. Alors là, oui, j'ai identifié la question surtout par rapport à la ZRR, si jamais il y en a certains qui sont concernés, qui auraient fait des remplacements en ZRR. Il n'y a pas d'exonération ZRR en micro-BNC. Donc, c'est vraiment important de se déclarer en déclaration contrôlée pour avoir l'exonération ZRR. Sinon, micro-BNC, on impose tout. Hop, il y en a encore. Comment remplir sa déclaration en cas d'activité mixte, donc salariale libérale, on l'a vu. Est-il possible d'être en frais réels? Oui. Est-il possible d'être en frais réels juste sur l'activité salariale et être en micro-BNC sur l'activité libérale et ça ne pose aucun souci. C'est différentes catégories d'imposition, tout comme le locatif en micro-foncier, on applique le forfait sur celle qu'on souhaite. Voilà, donc l'activité salariale peut être en frais réels et le micro-BNC peut bénéficier des 34% d'abattement, ça ne pose pas de souci. Faut-il déclarer aux impôts et ou à l'URSSAF? Du coup, là, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment la déclaration aux impôts, en fait. Donc, c'est une déclaration globale de vos revenus, qu'ils soient salariaux ou libéral, ou foncier, ou de placement, ou de pension perçue. Enfin, voilà, c'est quelque chose c'est une synthèse de tous les revenus. Par contre, si vous avez fait des remplacements, il vous faut effectivement déclarer à l'URSSAF vos revenus. Et ça, vous le faites par le site Net Entreprise. C'est ce que l'on appelle la DSPAM, déclaration des praticiens et auxiliaires médicaux. Et vous déclarez vos revenus perçus. Et j'avais une dernière question que j'avais identifiée, stage à l'étranger et frais réels, que peut-on déclarer? Du coup,
Ça dépend, ça dépend où, donc c'est compliqué de répondre à la question comme ça. Mais en principe, si vous avez perçu votre stage à l'étranger et que vos revenus sont à rattacher dans votre déclaration fiscale française, puisque vous avez conservé votre domicile en France, du coup, ce sont les frais de déplacement, on va dire, raisonnables de votre foyer vers l'étranger. Après, ça dépend où. Il y en a qui doivent faire la- le, les déplacements une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Après, ça dépend. Mais à partir du moment où c'est raisonnable et que ça s'explique, il n'y a aucun souci pour les impôts. En fait, il ne faut juste pas que ce soit de l'abus et des choses infaisables. Je vais juste ouvrir le dernier fichier que j'ai reçu, des questions, mais juste avant. Donc, je les ai identifiés. Oui, oui, je les ai identifiés. Pas répondu dessus, mais la cotisation à l'URSSAF est-elle déductible? Donc, non, si vous êtes en micro, ce n'est pas déductible. De vaccination, on en a déjà parlé. Quelle adresse mettre quand on va d'internat en internat? Donc, je sais que c'est vrai, vous changez d'adresse très souvent et que c'est compliqué. La plupart d'entre vous mettent l'adresse des parents. Je trouve ça pas dérangeant. Enfin, je ferais pareil si j'étais vous, parce que ça permet de moins compliquer tout ce qui va être réception de documents. Mais vous pouvez aussi à chaque fois changer l'adresse sur le site des impôts, ça se fait assez facilement. Et donc, modifier les adresses à chaque fois que vous déménagez. Qu'est-ce qui rentre en frais réels au niveau transport? Donc ça, on l'a vu, hein, l'essence, le péage. Alors, par rapport au barème kilométrique, hein, on a vu que le forfait kilométrique prenait en compte l'usure du véhicule, le carburant, l'assurance, l'entretien, les pneus, tout ça. Et qu'ensuite, il vous fallait déduire tout ce qui était péage, parking. Une partie du crédit voiture est-il déclarable en frais réels? Oui, mais uniquement les intérêts, puisque le reste, c'est uniquement un prêt, en fait, donc uniquement les intérêts remboursés, enfin payés. Ils ne sont pas compris dans le barème du forfait kilométrique. Comment déclarer un loyer payé pour un logement à utilisation purement professionnelle en semaine, sachant que mon logement principal est à plus de 100 km de mon lieu de stage et que je suis logée dans un logement principal à titre gratuit par mon conjoint, avec qui je suis pacsée et déclarée. Donc, du coup, on peut là estimer que vous avez votre foyer fiscal, votre lieu de vie, en fait, à un endroit et que vous avez été obligé de vous déplacer sur votre lieu de travail à plus de 100 km. Et donc, que vous ne pouviez pas faire autrement que de conserver votre autre logement. Donc, ça peut faire partie des frais de double résidence. Alors, la case 6DE, 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 c'est la case de CSG déductible. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. Ce n'est pas la CSG de l'URSSAF qu'il faut renseigner là-dedans. Case DSCA. Je n'ai pas cherché. Case DSCA, qu'est-ce que c'est? Déclaration sociale et fiscale de revenus unifiés. Vous n'êtes pas concerné en fait par cette case. En fait, depuis l'année dernière, il y a certaines professions non salariées qui doivent déclarer les revenus et les cotisations, en fait, tout ce qui est base de cotisation pour l'URSSAF dans la déclaration de revenus que l'on est en train de voir aujourd'hui, la 2042. Mais vous, vous n'en faites pas partie. Tout ce qui est praticien auxiliaires médicaux, on conserve encore la déclaration sur net entreprise, la DSPAM. Contribution foncière des entreprises, adhésion. Alors, je ne sais pas si c'est une question sur les frais déductibles, mais du coup, la CFE, non, n'est pas déductible si vous êtes en micro-BNC. L'adhésion à l'association de gestion, non plus, puisque vous êtes en micro-BNC. Sinon, si vous êtes en déclaration contrôlée, oui, c'est déductible. Comment déclarer les indemnités journalières de maternité? Doit-on déclarer le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires? Alors, je pense que c'est deux questions différentes. Les indemnités journalières de maternité, donc ça, c'est ce qui est versé par la CPAM. En principe, c'est pré-rempli dans la déclaration de revenus, donc c'est à vérifier. Donc, quand c'est
enfin, quand vous êtes salarié, de toute façon, soit c'est pré-rempli, soit il faut le rajouter, ce que vous avez perçu. Quand vous êtes indépendant, là, soit on le rajoute dans la 2035, soit on vérifie que ce soit bien pré-rempli dans la déclaration de revenus 2042 dans les indemnités au niveau des traitements et salaires. Et doit-on déclarer le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires après abattement, c'est le chiffre d'affaires, donc les recettes brutes de remplacement, et c'est les impôts qui vont faire l'abattement de 34% quand vous êtes en micro-BNC. Y a-t-il des démarches à effectuer sur le site impôt.gouv, pro ou perso, en plus de celui de l'URSSAF? Alors, je ne sais pas trop la question si c'est en début d'activité ou au niveau déclaratif. Niveau déclaratif, on a dit l'ADSPAM a déclaré sur le site Net Entreprise pour l'URSSAF. Et les impôts, ce qu'on est en train de voir, tout ce qui est pro, c'est la cotisation foncière des entreprises. Je vois pas d'autres démarches. Je comprends pas tout à fait le sens de la question, mais j'essaye de répondre de manière générale. Ça, et ensuite, la dernière question que j'avais, c'était la case J de la déclaration DSPAM. Je ne vais pas regarder, je l'ai reçu juste avant, donc je ne connais pas la déclaration par cœur DSPAM, donc je vais aller voir cette case J, à quoi elle correspond. Hop, 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 DG, la J. Ah oui, d'accord, ce sont les cotisations obligatoires, oui, je devrais le savoir. La partie cotisation obligatoire, pour faire... Alors, comment a été tournée la question? Que doit-on mettre? Comment calculer la part des cotisations URSSAF et ajouter à cette case J? En fait, vous prenez votre rappel de cotisation URSSAF, vous avez les provisionnels 2021 et la régularisation 2022. Vous avez 2 documents avec des calculs. Là-dessus, vous avez le total cotisation avant CSG, CRDS. C'est ce montant-là qui est à renseigner dans la case J, en fait. Ce n'est pas la CSG, c'est uniquement la cotisation à l'URSSAF, donc une très petite partie, puisque les cotisations allocation familiale et maladie, il y a une grosse part qui est prise en charge par la CPAM, de par votre statut en fait de médecin. En tant que remplaçant, vous êtes assimilé au niveau de l'URSSAF et de la CPAM à un médecin conventionné secteur 1. Donc, vous avez des prises en charge de la CPAM. Donc, cotisations obligatoires URSSAF à mettre dans cette case J sont assez faibles. Et si vous avez la CARMF, elles sont à mettre, elles, en totalité, puisque ce sont en totalité des cotisations. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur ces premières questions-là. Je vais regarder les autres, mais alors, je crois qu'il y en a beaucoup. Donc je vais voir. Alors, pour répondre à la visio sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir, oui, parce que je crois qu'elle est enregistrée. Ah ben, il y a eu une réponse. Hop, le temps, OK. Je vois qu'il y a eu pas mal de monde qui ont eu des problèmes sur le son. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre. Alors, j'ai une première question. Si on a un taux d'imposition sur le revenu trop élevé, les impôts nous remboursent automatiquement? Oui, oui, tout à fait. En fait, toute l'année, vous payez. 2020, par exemple, 2021, vous payez toute l'année sur votre taux de prélèvement à la source. S'il est plus important que finalement l'impôt que vous deviez payer, les impôts font le calcul. Ils vous envoient l'avis d'impôt comme chaque année au mois d'août et ils vous font le remboursement en principe au mois d'août aussi. Pas de demande à faire. Si on a un CDD parallèlement à notre statut d'interne, on le déclare sur la colonne de droite. Je suis désolée, je ne vois pas quelle colonne. Je réfléchis. C'est la case 1 AJ qu'on a vu tout à l'heure, centralise tous les emplois salariés. En fait, tous vos employeurs ont fait les déclarations et remontent à cet endroit-là.
Frais d'autoroute, oui, c'est le péage. Ça inclut le péage de l'autoroute. Il faut garder le ticket forcément et pas juste le ticket carte bleue, bon, sachant que en principe, le ticket qui sort de l'autoroute, c'est le ticket où il y a le justificatif de vous partez de tel endroit, vous allez à tel endroit. Donc ça suffit. Possible aussi pour les frais de congrès, oui. À partir du moment où vous avez des frais de formation, frais de congrès, frais de déplacement, vous payez des inscriptions à des formations, c'est déductible. Alors, si le CHU vous reverse une somme par mois pour les repas, car il n'y a pas de restaurant, est-ce qu'on peut déduire les frais de restauration? Oui, parce qu'en principe, ce que vous reverse le CHU, ça va remonter dans votre salaire brut et votre salaire imposable. Donc, vu que c'est imposable, les frais que vous avez en face sont déductibles. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Possible pour les frais d'inscription à la fac et CVEC. Je vois, il me semble qu'on vous a répondu. Oui, frais d'inscription et CVEC. Je ne sais pas ce que c'est CVEC, mais frais d'inscription à la fac, oui. Est-ce qu'on peut compter les forfaits téléphone et Internet? Tout à fait. Sauf qu'il faut justifier que le téléphone est bien utilisé à titre professionnel. Internet, ça peut être expliqué, par exemple, pour vos recherches. Donc, il n'y a pas de souci. Si c'est CDD en remplacement salarié qui comprend une indemnité de transport, peut-on déduire des frais de déplacement en plus? Bien sûr, parce que, enfin, toujours pareil, ça dépend comment est présenté sur le bulletin de salaire. Euh, en principe, tant que ce sont des indemnités qui vont être plutôt personnelles, c'est en haut de bulletin, c'est-à-dire brut. Donc, vous payez des cotisations dessus, vous payez de l'impôt dessus. Si c'est en bas de bulletin et que ce n'est pas soumis à cotisation ni à impôt, là, c'est du remboursement. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas déduire les frais puisqu'en fait, ils ne sont pas imposables. Frais liés au pot de test, par exemple, oui, par exemple, vous pourriez le déduire. Enfin, je comprends pas. Si on loue une voiture pour aller au CHU alors qu'on est en interchu, on peut déduire une partie de la location. Je ne comprends pas toute la question. En tout cas, soit ce sont les frais réels, soit c'est l'indemnité kilométrique. Vous ne pouvez pas faire une partie indemnité kilométrique et puis sur 2 mois, une location de véhicule que vous rajoutez. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc si vous ne louez pas de véhicule le reste de l'année, ben, vous pouvez déduire que le carburant et l'entretien et l'assurance du véhicule. Alors au niveau, j'ai une question par rapport à l'ordinateur, que la somme était divisée par 3 et qu'on faisait que 50% parce qu'il y a une part personnelle et une part pro. Ben, la part personnelle et professionnelle, en fait, elle dépend de vous. Quelqu'un peut avoir un ordinateur et ne jamais s'en servir, mis à part à titre professionnel, parce que par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sur les téléphones et au niveau de l'ordinateur, on va plutôt y travailler dessus. Si par contre, vous faites beaucoup de choses sur l'ordinateur à titre personnel, vous pouvez appliquer une part professionnelle et une part professionnelle et une part non professionnelle et amortir ça sur 3 ans. Alors, alors quelqu'un qui a fait une déclaration en frais réels l'année dernière avec un amortissement de l'ordinateur, donc il reste une quote-part à déduire sur 2021, mais le forfait est plus avantageux que les frais réels. Donc là, ben non, on ne peut pas déduire le reste de l'amortissement puisque ben, il va être inclus dans les 10% que l'administration va vous appliquer. Comment déclarer un CDD dans un labo à côté? Ben c'est exactement comme votre emploi à l'hôpital. En fait, ça remonte en case, en case 1AJ. Et il faut juste vérifier que sur le bulletin qui vous a été remis, le montant remonte bien. Tout ce qui a été prélevé au titre du prélèvement à la source remonte bien aussi.
Marjorie, je suis de Oh, retour. oui, ça m'a fait peur. Désolé, c'était un peu long. Pas de souci, je suis sur les réponses aux questions. Ah, mais parfait. Voilà. Peut-on donc compter les frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription pour des congrès médicaux? Ben oui, on y a répondu, hein, c'est OK, ça c'est déductible. Est-ce que si on met en frais réels la cotisation du SCLR, on déduit 66% ou la totalité? Non, non, la totalité. Soit la cotisation du syndicat est à mettre dans la case qu'on a indiquée tout à l'heure en cotisation syndicale. Dans ce cas-là, c'est déduit tout seul au niveau de l'impôt sur le revenu. Soit vous le rajoutez dans les frais réels et dans ce cas-là, c'est 100% de la cotisation. En fait, la cotisation syndicale se fait tous les 6 mois, novembre et avril. Vous déclarez la cotisation que vous avez payée en novembre 2021, éventuellement en avril 2021 s'il y en a eu une, et celle que vous payez en avril 2022 sera déclarée sur les revenus perçus en 2022. On est vraiment sur tout ce qui est charges décaissées en fait, sur 2021. De toute façon, pour les cotisations syndicales, vous avez tous reçu un mail, tous ceux qui ont payé une cotisation, avec le récapitulatif de tous les paiements de l'année pour 2021. Donc, vous avez ça signé et dans votre boîte mail. Sinon, vous pouvez redemander au secrétariat. Oui. Je suis sur une autre question sur si on emploie quelqu'un nounou pour garde d'enfants de moins de 6 ans, cela ne va-t-il pas dans la case emploi à domicile? Si, on l'a vu normalement. Oui, je comprends la nuance. Je comprends la nuance. Je vais retourner sur le diapo. C'est pas là. C'est ici. Voilà. En fait, vous avez les cases pour les frais de garde d'enfants. Ces cases-là, 7GA, GB, GC, c'est pour tout ce qui va être garde d'enfants à l'extérieur du domicile. Donc, crèche, nounou qui garde mais chez elle, et également aussi la garderie de l'école, par exemple. Après, pour ceux qui emploient une nounou, mais qui vient à votre domicile, ça peut arriver pour le dépôt à l'école ou aller chercher à l'école et puis vous attendre à la maison. Ça, du coup, ça rentre dans l'emploi à domicile 7 DB. Voilà. Donc, il y a bien une nuance entre les deux, parce que les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, ils sont plafonnés à 2 300 € par an. Donc, c'est 50% des 2 300 € auxquels vous avez droit comme crédit d'impôt, alors que les dépenses d'emploi à domicile, elles n'ont pas de plafond. Donc, la nuance, elle est bien à faire et les frais sont à distinguer si vous êtes concerné entre une partie crèche ou une partie école et garderie et une partie nounou à votre domicile. Marjorie, j'y retourne. Oui, Je te laisse finir et je fermerai après la. oui, J'espère être revenu avant que vous ayez fini. Mais d'accord. voilà. OK, à tout à l'heure. Peut-on compter en frais réels une partie de l'achat d'un véhicule avec amortissement, celui-ci servant pour les déplacements professionnels? Ça peut être faisable. Je pense que c'est complexe parce que l'analyse kilométrique est plus avantageuse. Au niveau du véhicule, vous avez des plafonds qui sont à respecter en fonction des émissions de CO2. Vous avez un plafond qui est autour de 9 000 €, un autre autour de 18 300 €, un autre autour de 20 000 et un autre, alors les 20 000, c'est les véhicules hybrides, le plus souvent les hybrides rechargeables. Et ensuite, vous avez un autre plafond à 30 000 pour les véhicules électriques. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas amortir une valeur supérieure à cette valeur-là, divisée par éventuellement 5 ans, par exemple. Et il vous faut effectivement la part pro-perso qui se fait simplement en appliquant les kilomètres parcourus professionnels sur les kilomètres au compteur effectués dans l'année. Donc, c'est un calcul qui est complexe et rarement avantageux que les années électriques. En régime micro BNC, les 50% mis de côté, faut-il l'impôt sur le revenu en plus de l'URSSAF et de la CARB? Alors, je dirais oui, c'est souvent le cas, souvent largement le cas, parce que si vous voulez, vous percevez des recettes en micro BNC, vous avez un abattement de 30% et vous payez, je dirais,
URSSAF, car ça doit représenter 30-35% de votre revenu net, donc c'est-à-dire 66% de vos recettes, donc 35%. Et les impôts, en fonction de votre taux moyen, je ne sais pas, mettons que vous soyez à 15%, vous êtes à 35 à 50% de votre revenu net. Et là, vous mettez 50% des recettes brutes. Donc, en principe, vous êtes large, c'est pas mal, c'est bien. Ça couvre tout ça. Pas forcément le cas une fois que vous êtes installé, que vous êtes en secteur 2, que vous avez des cotisations qui sont différentes, des choses comme ça. Mais en début, en remplacement, vous êtes assimilé secteur 1, donc les cotisations sont faibles et donc ça couvre. Tous les frais déductibles doivent être de 2021. Est-ce que c'est ça? Oui. Si on était externe en 2021, est-ce que la limite de 3 SMIC sur les revenus est valable? Je ne sais pas, 3 SMIC, 3 SMIC, ça semble être les revenus d'étudiants. Et du coup, on a dit tout à l'heure que vous n'étiez pas concerné. Donc, je dirais que non. Pour la permanence des soins dans les zones sous-dotées, cela ne concerne que les gardes ou aussi les remplacements simples. Non, 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 c'est vraiment les permanences de soins, pas les remplacements. Permanence de soins, vraiment. Les gardes. Bonjour, en cas de remplacement effectué, CHG. Je ne sais pas ce que c'est, je regarde. Centre hospitalier, je ne sais pas. Je ne sais pas le G, mais je vais regarder la suite de la question. Et donc, payer comme salaire classique de l'hôpital public, il faut simplement additionner ces revenus à notre total net imposable. Alors, je dirais que oui, puisque du coup, pareil, vous avez des cotisations sociales qui sont prélevées, un revenu net imposable. En théorie, ça doit remonter et ça va remonter dans la même case. Une prévoyance est-elle déductible car en lien avec notre activité professionnelle? Une prévoyance est déductible, mais une prévoyance, vous êtes déjà couvert au titre de la prévoyance par votre employeur sur le salariat. Donc, la prévoyance que vous allez prendre, c'est pour vous couvrir au niveau de vos revenus libéraux. Donc, si c'est au niveau des revenus libéraux et que vous êtes en micro-BNC, dans ce cas-là, la prévoyance n'est pas déductible. Donc, case CSG, on a dit tout à l'heure, rien à compléter. Donc, je passe la question. À quel point faut-il détailler tous les frais réels? Moi, je les liste juste, par exemple, je marque tant de semaines travaillées. Alors, s'il y a plusieurs lieux, je détaille à chaque fois les lieux. Tant de semaines travaillées, tant de kilomètres aller-retour, ça fait tant de kilomètres sur la période. Pour les frais de repas, tant de jours travaillés sur l'année, donc ça fait tant. Et puis ensuite, je liste abonnement revu, toutes les dépenses diverses. Alors... J'ai une question par rapport à un salaire de Polynésie française, savoir déjà système d'impôts locaux. Là, pour vous répondre comme ça, je ne sais pas comment est imposée la Polynésie française. Il faudrait qu'on se voie éventuellement à part pour faire le point, que je fasse des recherches et vous répondre correctement, parce que là, je ne peux pas. Est-ce que j'ai de nouveau la question des pots de test, donc je passe, déclarable en frais réels. Moi, je dirais que oui. Voilà. Après, tant que c'est pas abusé, hein, toujours pareil, mais oui, ça peut. Enfin, je sais que je le passe sur le BNC, sur les personnes qui s'installent, donc pourquoi pas. Alors, pour les vacations de vaccination, moi, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé parce que je ne gère pas ça dans les centres de vaccination et tout ça, mais je sais que si l'interne qui intervenait avait un numéro d'immatriculation, dans ce cas-là, on lui reversait
indemnisation brute, et c'est à lui ensuite de payer ses cotisations sociales. Et pour les autres, il y a un prélèvement, je crois avoir vu un 13% passer quelque part, mais j'en suis pas sûre. Mais après, comment est-ce que ça a été géré? J'en ai aucune idée. Si jamais il y a besoin de faire des recherches là-dessus, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement revenir vers moi à travers le SILR, hein, pour que je fasse des recherches. Mais moi, j'ai juste eu l'info de comment ça devait être traité, comment ça a dû être indemnisé. Mais après, comment est-ce qu'ils ont traité vos informations, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait sa première déclaration et qui a des taux différents de PAS tous les mois, jusqu'à 13,8%, quand vont-ils régulariser ce qu'ils m'ont prélevé à ces taux importants? Là, vous faites votre déclaration 2021 ce mois-ci, les impôts vont faire le calcul au mois d'août et ils régulariseront ce que vous avez trop payé l'année précédente. Et pareil en 2022, donc c'est pour ça que c'est important d'ajuster votre prélèvement à la source et de dire éventuellement à votre employeur d'ajuster. Alors, c'est un petit peu compliqué avec les employeurs parce que normalement, ils n'ont pas la main sur votre taux. Ils font directement avec ce que les impôts leur envoient. Donc, à voir. Vous avez une maîtrise sur le site ImpôtsGouv pour votre taux, mais si ensuite l'employeur ne reçoit pas forcément l'information, c'est un petit peu embêtant et ça peut coincer. Il faut recontacter peut-être les impôts. Peut-on déclarer une pension alimentaire si on aide nos parents en leur donnant de l'argent régulièrement? Alors oui, il y a des pensions pour les ascendants qui sont prévues, mais ça doit être vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'a pas forcément de revenus réguliers. Si c'est un parent qui perçoit des revenus réguliers, vous pouvez essayer de déduire la pension, mais si vous avez un contrôle, c'est pas sûr que l'administration ne vous reprenne pas cette déduction-là. Bon, j'ai le même type de questions sur les ordinateurs, donc je vais passer, hein, par rapport à la quote-part professionnelle et personnelle. C'est vraiment en fonction de l'utilisation de chacun, vous pouvez faire une quote-part professionnelle. Hop, ça, j'ai déjà eu la question. Possibilité de basculer. Oui, possibilité de basculer en régime simplifié quand on est en micro-BNC, oui. Donc ça, il vous faut prendre contact auprès de l'URSSAF, hein, mais moi, je l'ai fait plusieurs fois d'un sens ou dans l'autre. Et ça se fait, ça prend parfois un petit peu de temps, mais ça se fait par mail. Concernant l'amortissement d'un ordinateur, un tiers du prix sur 3 ans, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, oui. Habituellement, on amortit sur 3 ans un ordinateur. Peut-on déclarer une location de voiture? J'en ai déjà parlé, hein, c'est oui, on peut déclarer la location de voiture. Si vous en servez à titre personnel, il y a une quote-part pro, une quote-part personnelle. Et vous ne pouvez pas faire une partie de l'année en indemnité kilométrique, une partie de l'année en frais réels, quoi. C'est toute l'année la même chose. Intérêts d'emprunt peuvent-ils être comptabilisés en frais réels? Oui, par exemple pour l'achat du véhicule. Intérêt d'emprunt. Doit-on déclarer les indemnités journalières reçues par la prévoyance, CARMF en cas de congé maternité, régime micro-BNC, sachant que celles reçues par la Sécu sont pré-remplies? Oui, celles reçues par la Sécurité sociale est pré-remplie dans la 2042 au niveau des indemnités avec les salaires. Ce qui est perçu par la prévoyance, ça dépend. Si c'est une prévoyance non Madelin, elle n'est pas à déclarer puisque vous n'avez pas déduit votre cotisation Madelin. Si c'est une cotisation Madelin, les indemnités sont à déduire, pardon, à imposer. Et la CARMF, je n'ai pas le souvenir que la CARMF vous verse des choses, mis à part s'il y a des congés pathologiques comme ça. Il y a juste des exonérations qui sont possibles et des points supplémentaires. Donc là, je ne sais pas quoi répondre pour le côté CARMF. Alors, pour la déclaration de remplacement libéral, le net imposable correspond-il bien aux bénéfices? Oui. Ah, le montant total perçu après rétrocession. Déclaration de le net imposable. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une déclaration micro ou d'une déclaration réelle.
Si c'est une déclaration au réel, le net imposable du libéral, euh, vous vous en occupez pas en fait, hein, parce que ce sont les recettes brutes que vous déclarez. Et les recettes brutes, ben, c'est le montant total. Je ne comprends pas la question après rétrocession, puisque vous, en principe, vous percevez euh, une rétrocession. Donc, par exemple, 80% des recettes que vous avez générées pour le médecin. Donc, le net qui est imposable, c'est le bénéfice, c'est les 66% des recettes brutes. Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Alors, à mon avis, une question par rapport à la région à laquelle vous êtes rattaché, entre l'adresse des parents ou la région où vous travaillez. À mon avis, si c'est par rapport aux dates de dépôt, en tout cas, c'est le lieu du domicile qui fait référence au niveau des dates limites. Alors, y a-t-il des PDF explicatifs, notamment pour les impôts, pour les internes? Il y a ce diaporama-là. Après, est-ce qu'il faut qu'il soit plus détaillé? Il faudrait que je sache qu'est-ce qui est compliqué, qui devrait être détaillé, peut-être pour vous faire quelque chose de plus détaillé, mais au contraire, j'essaye de faire quelque chose de synthétique pour que ce ne soit pas trop lourd pour vous. Donc ça, en tout cas, n'hésitez pas à faire des retours par le SILR pour que je puisse améliorer la présentation et la façon d'aborder le sujet pour que ce soit plus simple. Remplat en hôpital, périph, égal idem que revenu perçu par le CHU, salarié. Je dirais que oui. Enfin, à partir du moment où vous avez un bulletin de salaire, vous êtes salarié, donc on rentre dans la même catégorie. En, en principe, c'est automatiquement du salaire. Si ce n'est pas pré-rempli, il faut peut-être se poser la question si vous n'auriez pas dû être déclaré, mais bon, en principe, ils vous le disent pour être déclaré en indépendant. Est-ce que si on s'est trompé pour la case J l'année dernière, on peut le rectifier ou le notifier? La fameuse case J, la DSPAM, oui. Vous pouvez, alors je ne suis pas sûre que vous puissiez le faire en ligne, par contre, il vous faut imprimer la déclaration que vous avez fait l'année dernière et l'envoyer, vous pouvez la rescanner ensuite et la renvoyer par l'espace messagerie de votre espace URSSAF pour qu'ils prennent en compte la modification. Mais oui, bien sûr, vous pouvez revenir sur les choses déclarées pendant 3 ans, que ce soit impôt ou URSSAF. Pour un remplacement effectué au mois de décembre, dont la rétrocession m'a été payée au mois de janvier, dois-je déclarer pour 2021 quand même? Non. En fait, c'est uniquement ce que vous avez perçu. Donc, si c'est perçu en 2022, début janvier, ça va avec du 2022. Sauf si le chèque vous a été remis le 27 décembre et que vous avez volontairement décalé l'encaissement. Dans ce cas-là, si jamais l'administration veut prouver que vous avez décalé, elle demande la copie à la banque. Mais c'est rare. Mais voilà, ça peut être un cas. D'accord, donc URSSAF sans CSG et CAMF à la case J, c'est tout à fait ça pour la case J, avec un peu de retard, mais oui. Est-ce qu'une voiture achetée pendant l'internat pour réalisation de stage en périphérie peut être déclarée en frais réels? Est-ce qu'une voiture achetée pendant l'internat peut être déclarée en frais réels? Soit, toujours pareil, indemnité kilométrique, soit vous faites les frais réels avec les amortissements, par exemple, en déduisant l'ordinateur, on parlait de 3 ans, là, vous déduisez 5 ans, par exemple, divisé par 5. Mais il y a toujours ces plafonds de déduction qu'il faut regarder, les 9 000, les 18 000, les 20 000 ou les 30 000. Et la quote-part pro-perso qui est à faire sur kilomètres réalisés à titre professionnel sur les kilomètres totaux au compteur du véhicule effectué sur l'année, hein, pas forcément le compteur cumulé depuis que vous l'avez. Alors, pour la déduction de l'inscription à la fac, moi, je dirais, si vous inscrivez pour 2021-2022 et que vous le payez en septembre 2021, vous le déduisez en 2021. C'est vraiment l'année de paiement. Vous déclarez du coup 100% de votre abonnement Internet.
Toujours pareil, est-ce que vous servez en totalité d'Internet que pour effectuer vos recherches médicales, tout ce qui est professionnel, ou est-ce que vous l'utilisez à titre personnel? Ça, c'est à vous d'en juger et de pouvoir le justifier auprès des impôts. En principe, on fait 50%, mais après, ça, c'est propre à chacun, l'utilisation d'Internet. Est-ce que les gardes, notamment gardes aux urgences, qu'en stage aux urgences, sont comptés comme heures supplémentaires? Heures supplémentaires, donc je pense que vous voulez dire exonérées. Je pense pas. En tout cas, tout ce qui est gestion heures supplémentaires exonérées, c'est vraiment géré par votre employeur. Quand les heures dépassent les 35 heures et que bah, ça apparaît en heures supplémentaires, bah, c'est dans le plafond des 5 000 euros d'heures supplémentaires à l'année. Si ça n'a pas été compté comme ça par votre employeur, c'est que ça ne doit pas en faire partie. En tant que remplaçant libéral, comment faire pour payer les impôts au fur et à mesure? Ben, ce qu'il vous faut faire, c'est assez difficile à estimer, mais il vous faut dire, ben, bon, ben, moi, je vais remplacer tant de temps sur le mois de mai, tant de temps sur le mois de juin, tant en juillet, août. Souvent, vous avez des remplacements plus importants l'été puisqu'il y a des départs en vacances. Ensuite, septembre, je ne vais pas travailler. Octobre, ben, j'aimerais bien être disponible tel jour. Et de là, ben, vous estimez à peu près ce que vous avez fait sur vos précédents remplacements par rapport au nombre de jours que vous voulez réaliser en remplacement jusqu'à la fin de l'année. Et là, vous allez faire la modulation, comme je vous expliquais au début, pour moduler l'impôt et la compte payée. Voilà, c'est la seule façon de faire. Et vous pouvez y retourner régulièrement, tous les 2-3 mois, pour ajuster en fonction de ce que vous faites réellement et ce que vous estimez à venir. Peut-on déduire en frais réels l'achat d'un vélo électrique si on a eu des aides de la région? Je dirais que vous pouvez déduire l'achat moins l'aide, si l'aide n'a pas couvert tout l'achat. Ça peut être faisable. Les péages sur le trajet domicile-travail sont-ils également déductibles? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est les kilomètres effectués domicile-travail pour les années kilométriques et le péage domicile-travail sont déductibles. Les indemnités de suggestion et la majoration logement nourriture sont déductibles. Je ne comprends pas tout à fait la question, puisque si ce sont des indemnités, des majorations logement, des majorations nourriture, c'est en haut de bulletin, toujours pareil, soumis à cotisation sociale, soumis à impôt. Donc, si vous avez eu des frais supplémentaires de logement ou de nourriture, vous pouvez les déduire parce que cette indemnité-là versée a été imposable en principe. Mais ce n'est pas l'indemnité qui doit être déduite, hein, c'est les frais que vous avez engagés. Alors, pour les frais de restauration, on peut faire 4,95 € fois 5 jours par semaine, fois 4 semaines par mois, fois environ 10 mois dans l'année. Du coup, 990 € par mois. Oui, tout à fait. Vous multipliez le nombre de jours travaillés fois le nombre de semaines travaillées dans le mois, fois le nombre de mois travaillés dans l'année, et ça vous donne le montant déductible. Peut-on déclarer en frais réels la participation au cadeau de thèse? Euh, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que ça n'a rien à voir avec euh, une acquisition des revenus. C'est vraiment un cadeau fait à quelqu'un. Donc, autant à titre sur les activités 2035, tout ce qui est cadeau, on ne se pose pas trop de questions. Tant que ce n'est pas abusé, on peut le déduire. Là, sur du salariat, je trouve que c'est un petit peu plus difficile quand même à justifier. Du coup, si vous pouvez dire que vous utilisez votre ordinateur à 100% pour le professionnel et déclarer à 100% le prix d'achat, oui, si c'est le cas. Après, toujours pareil, le jour où vous avez un contrôle, à partir du moment où vous justifiez, ben voilà,
Vous ouvrez l'ordinateur et il n'y a absolument rien de personnel dessus. C'est que du professionnel. Vous stockez rien de personnel. Oui, vous pouvez justifier que vous déduisez 100% du prix d'achat. Je reviens sur la question quand même précédente. Du coup, si jamais vous stockez quand même quelques éléments, c'est quand même bien de mettre 90%, je pense, pour éviter toute discussion. Dans quelle case doit-on déclarer les frais d'inscription à la fac si on ne déclare pas en frais réels? Où est-ce que j'ai mis la déclaration de revenus? Je ne me rappelle pas, j'ai pas le souvenir que l'on puisse déclarer ça en fait. Si c'est pas un frais réel, je pense pas que les frais d'inscription aux écoles soient déductibles autrement. Je vérifie quand même, mais non. Non, c'est ça. Non. Non, si vous ne déduisez pas les frais d'inscription à la fac en frais réels, vous ne les déduisez pas du tout. Si l'on n'est que remplaçant, est-il possible de bénéficier des avantages en ZRR si on déclare en frais réels? Oui. Si vous êtes remplaçant, que vous remplacez donc un médecin qui est en ZRR, pour bénéficier de l'exonération ZRR, il faut déclarer en frais réels, c'est-à-dire faire une 2035. Voilà. Sinon, si c'est micro-BNC, vous n'avez pas le droit aux abattements ZRR. Un AP, vous me dites revenu de remplacement. Alors, est-ce que je me suis trompée? Revenu 1 AP, ce sont les autres revenus imposables, moi, que j'ai sur la déclaration de revenus, déclaration des revenus 2021. Alors, je pense savoir pourquoi il vous marque revenu de remplacement. Ça n'a rien à voir avec vos remplacements à vous. Ça va être la même case pour tous les salariés de tout corps de métier différents. Ce qu'on appelle revenu de remplacement, ça va être les indemnités journalières perçues par la sécurité sociale. C'est un revenu de remplacement, ce n'est pas votre revenu de travail, c'est parce que vous étiez arrêté. Tout ce qui est chômage, ça va être là-dedans aussi. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de case spécifique pour renseigner tout ce qui est vacation de vaccination. Donc, pour moi, ça va dans les autres revenus imposables. Je ne vois pas d'autre endroit où le mettre. Si on a perçu une bourse de la région pour pallier aux frais de transport, bourse qui n'apparaît pas sur le bulletin de salaire, peut-on quand même déclarer les frais de transport en frais réels? Alors, si on voulait faire les choses justes, il faudrait calculer les frais de transport, ça c'est votre montant déductible, moins la bourse perçue. C'est le net que vous pouvez lire si on veut être vraiment exact. La bourse vient donc en fonction des frais déductibles. Un remboursement de prêt étudiant. Oui, tout à fait. Vous pouvez déduire les intérêts du prêt étudiant et vous pouvez le déduire dans les frais réels parce qu'il ne me semble pas, qu'il y a une case. Avant, on avait une case ce qui était intérêt des prêts étudiants. J'ai un petit doute, mais je crois que ça y est plus. Dépenses. Non, je crois que c'est que dans les frais réels. Que dans les frais réels. Avant, il y avait une. Et c'est vrai qu'on ne la voit plus. Ça, c'était l'habitation principale. Prime. Non. Ouais. En frais réels, vous pouvez déduire les intérêts. Pour une première année de remplacement, si on pense gagner quasiment 70 000 €, combien peut-on avoir comme prélèvement à la source par mois? Alors du coup, 70 000 bruts, fois 0,66, ça fait 46 200 net.
Si on applique le barème d'impôt dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a, en partant du principe que vous n'avez qu'une seule part, puisque je ne connais pas votre foyer fiscal, donc j'applique le barème comme si vous étiez tout seul. Il y a 21 200 qui sont à 30%, donc 6 360. Et 15 000, donc 10 000 à 25 000, qui sont à 11%. Donc, ça fait 6 360 plus 1 650, ça fait 8 000 euros. Divisé par 12, ça vous fait 668 euros par mois. Si ça n'a pas été payé les mois précédents, bien sûr, on réajoute, on ne divise pas par 12, on divise par le nombre de mois restants. Y a-t-il des spécificités à la déclaration des revenus si on exerce en outre-mer? Alors, je ne crois pas. Vous avez un abattement d'impôt, mais qui se fait tout seul. Je n'ai plus le montant en tête, je l'ai fait l'année dernière et du coup là, je n'ai pas encore commencé mes impôts sur le revenu, donc je n'ai pas l'abattement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 30%. C'est vraiment, j'ai remarqué que c'était fait de manière automatique, donc c'est juste le changement d'adresse à faire pour que l'abattement puisse être fait. Sinon, il n'y a pas d'autres spécificités particulières. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu son numéro d'accès en ligne pour l'espace particulier. Est-ce que vous devez le faire papier? Là, vous avez encore le temps de faire un mail aux impôts. Donc, il faut chercher, éventuellement appeler pour avoir l'adresse mail du SIP, le service des impôts des particuliers, pour leur envoyer votre carte d'identité et dans le corps du mail, leur demander la création de votre espace particulier en leur donnant votre adresse mail, votre numéro de téléphone, nom, prénom, adresse postale, date de naissance et lieu de naissance. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir l'espace particulier à temps, dans ce cas-là, oui, vous déposez une déclaration papier. Alors, jusqu'à quel montant peut-on déduire son pot de thèse? Du coup, il n'y a pas de montant prédéfini. Euh, Moi, tant que ça reste raisonnable, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai vu un petit peu de tout, mais sur le BNC, autant je passe un petit peu plus sur le salariat, je ne sais pas, vous pouvez compter 500 euros, peut-être 1 000 euros, voilà, mais pas plus, pas plus. De rien, en tout cas pour la présentation et les réponses apportées. J'espère que tout est clair. Il y en a beaucoup, donc c'est vrai que je ne peux pas m'attarder sur les questions et il ne peut pas y avoir d'échange vraiment. Dans le cadre d'une tenue de poste, médecin décédé, donc j'ai perçu la rémunération en totalité des actes que j'ai effectués et j'ai reversé une rétrocession à la veuve. En micro-BNC, je ne peux pas déduire la rétrocession versée à la veuve. Non, effectivement. Effectivement, ce que vous avez perçu en brut et reversé, la rétrocession n'est pas déductible. Voilà. Après, étant donné que c'est spécifique, pourquoi ne pas poser la question aux impôts? Mais en principe, ça ne l'est pas. Domicile, la définition du domicile, en fait, pour moi, c'est l'adresse que les impôts ont vous concernant, en fait, hein. Donc, si les impôts vous envoient dans le 30, c'est la date du 30. S'ils vous envoient je sais pas moi, dans le 01, c'est la date du 01. Voilà, c'est à partir du moment où c'est l'adresse de vos parents, les impôts attendent votre déclaration à la date qu'ils ont fixée, quoi. C'est pas à partir du moment où ils savent pas où est-ce que vous résidez réellement, ils peuvent pas vous appliquer la date de dépôt de votre résidence. C'est pas très très grave. La prévoyance santé payée tous les mois pour compléter notamment notre perte de salaire avec les gardes en cas d'arrêt prolongé, par exemple à la MSF ou la médicale, peut être déductible des impôts. Toujours pareil, hein, la prévoyance, si jamais ça peut couvrir votre revenu salarié, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre que vous ayez une prévoyance à prendre quand même. Si c'est pour votre revenu libéral et que vous êtes en micro-BNC, pas de déduction. Vous déduisez la prévoyance uniquement en déclaration contrôlée. Remplacement en clinique égale déclaration différente du salaire perçu par le CHU.
Je ne pense pas. Après, il peut y avoir les 2 cas, hein. En clinique, vous pouvez être salarié ou vous pouvez être, libéral aussi, hein, donc et du coup, après, il y a une histoire, hein, de redevance, de la clinique. Donc pour moi, si c'est un revenu salarié, en tout cas, c'est exactement, la même chose que votre salaire du CHU. Ça va dans la même case et puis vous déduisez les frais réels de la même façon. Une question concernant les heures supplémentaires exonérées. Si l'hôpital paye en retard les heures supplémentaires, par exemple perçues en 2021 au lieu de 2020 et d'autres heures sup en 2021, le plafond d'exonération correspond-il à une seule année? Alors là, je ne peux pas trop vous répondre parce que moi, je ne suis pas une spécialiste du droit social. C'est pas moi qui fais les payes, au cabinet. En tout cas, normalement, tout ça, c'est géré par le service social de votre employeur. S'il est en retard dans les heures sup et qu'il peut modifier sur son logiciel le plafond d'heures supplémentaires exonérées, je dirais que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'ai jamais eu le cas, donc je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Mais le plafond, c'est une seule année normalement. Déduction des prêts du prêt déduction des intérêts du prêt immobilier possible, bah non. Après, ça dépend dans quel cas, hein. Si c'est un prêt immobilier pour du locatif, oui. Si c'est votre résidence principale, non. Alors, en micro-BNC, donc pas en frais réels, on ne peut rien déduire. Ni inscription fac, ni inscription congrès, ni rien du tout. Oui, c'est bien ça. Vous avez bien compris, on ne déduit rien. Ce sont les recettes, les 34% d'abat constituent vos frais, en fait, hein. C'est si les transports sont plus avantageux que les frais que vous choisissez. Si j'ai déjà signé la déclaration, est-ce que je peux revenir dessus? Vous pouvez revenir dessus pendant encore jusqu'à la fin de la campagne et même avant. Si c'est un prêt à taux zéro étudiant, du coup, on ne peut pas le déclarer. Oui, effectivement. À taux zéro, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour prêt étudiant, vous avez perçu l'argent, vous avez perçu 10 000, vous remboursez par mois. Ces 10 000 euros que vous avez perçus, vous ne les avez jamais imposés. Donc, les remboursements de 500 euros que vous faites mensuels, ben, vous ne les déduisez pas non plus parce que c'est vraiment unique remboursement. On ne déduit que les intérêts puisque c'est ce que vous remboursez en plus du capital. Y a-t-il un avantage fiscal à se paxer si on a des revenus quasi similaires, si on est tous les deux en micro-BNC? Je dirais que non. En principe, non. Parce que revenus similaires, c'est-à-dire que vous êtes sur la même tranche d'imposition, vous allez vous paxer, vous allez doubler les tranches d'imposition, vous allez rester dans la même chose. Donc, ça peut ni être avantageux, ni défavorable, en fait. Mais les simulations à faire quand même. Toujours à propos du prêt étudiant, comment déduire les intérêts au taux d'intérêt montant de 12 fois le montant des 12 mensualités? Oh non, non, non. Non, non, non. Vous avez tout ce qui est prêt, que ce soit prêt étudiant, prêt immobilier, prêt voiture. Vous avez signé une offre de prêt. Il y a eu un déblocage qui s'est effectué. Et après ce déblocage, on vous a envoyé un échéancier d'emprunt avec les dates exactes de prélèvement de votre prêt, la mensualité globale, la part de capital remboursé et les intérêts. Ce sont ces intérêts-là réels calculés par la banque qu'il vous faut déduire. Alors, en cas de régime micro-BNC, les indemnités de maternité reçues par la CPAM ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont à supprimer lorsqu'elles ont été pré-remplies. Si. Les impôts vous disent que ce n'est pas imposable, alors gardez leur réponse écrite, parce que si, ça l'est comme tout revenu. Donc, nous, on le supprime de la déclaration de 2042, là où c'est pré-rempli, uniquement si on le rajoute dans le BNC en produit, en fait. Donc, vous, il faudrait le rajouter en micro-BNC, ça ne serait pas forcément votre avantage puisque vous allez payer des cotisations dessus. Donc, gardez le justificatif des impôts, mais les indemnités journalières de maternité sont imposables, hein, comme tout le monde. C'est juste que si on est en micro et qu'on le déclare dans les recettes perçues, évidemment, on ne les impose pas deux fois. Sinon, non. Mais si vous avez
des écrits des impôts et que vous ne voulez pas les imposer, vous pouvez conserver leurs écrits. Mais bon, c'est un revenu imposable. Ah, alors j'ai un complément de question. Dans le cas notamment d'un prêt remboursé en plusieurs années. Ah, je sais pas. Ah oui, c'était pour les 12 mensualités. Donc, je pense y avoir répondu. Hein, vous avez votre échéancier. Ah oui, ok, ça c'est bon. Où pourrons-nous retrouver l'enregistrement en live? Alors moi, je ne peux pas malheureusement vous répondre parce que ce n'est pas moi qui gère ça. On va voir si Alexis revient se connecter avant que l'on ait fini. Je pense que sinon, vous recevrez un mail, un petit peu comme vous avez reçu une invitation, pour pouvoir voir l'enregistrement qui sera, à mon avis, disponible euh, sur le site. Peut-être, je ne sais pas si vous avez une page Facebook ou pas, peut-être, mais je ne peux pas vous répondre. Peut-on déduire un pourcentage du loyer si on déclare 30% d'appartement comme bureau? Ah, donc, si vous déclarez 30% de votre appartement comme bureau, c'est pour l'activité professionnelle, l'activité libérale du coup. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en micro-BNC, vous êtes en déclaration contrôlée. Dans ce cas-là, ça arrive qu'on déduise des loyers, c'est très rare parce que ce n'est pas forcément avantageux. Vous déduisez le loyer dans le BNC, donc dans la 2035, et vous l'imposez dans la déclaration des revenus fonciers, puisque c'est une sous-location. Je suis de retour, Marjorie. Oui, on avait justement une question pour savoir où retrouver l'enregistrement du live. On le mettra dans la semaine sur le site du SILR. Ok. Voilà, vous recevrez, tous ceux qui seront intéressés recevront un mail. Ok, merci. Alors, pour le salariat, le contrat de prévoyance permet de compenser notre perte de salaire sur les gardes. On l'a fortement conseillé, en tout cas, notamment quand on tourne à 5-6 gardes par mois. Donc, déductible, je dirais que oui. Déductible, si c'est du salariat. Qu'est-ce qui change dans la déclaration de son adresse au 1er janvier 2022, notamment si on a travaillé dans les DOM en 2021 et qu'on a déménagé en décembre 2021? Alors, précisément, bon, le 1er janvier, c'est une date surtout pour la taxe d'habitation. Mais par rapport au DOM, ça va jouer sur l'abattement de 30% d'impôt sur le revenu. Mais alors là, il faudrait que je regarde en fait l'abattement, si vous êtes appliqué, si vous y habitez, je ne sais pas, 1 mois, 6 mois dans l'année ou toute l'année. Je ne pense pas que le fait d'avoir déménagé en décembre 2021 fasse sauter l'abattement, mais ça serait peut-être à vérifier quand même. Dans la case 1 AJ, si remplacement libéral micro-BNC égale total perçu, c'est bien ça. Non. Case 1 AJ. Non, 1 AJ, c'est le salariat, ça. 1 AJ. Dans la case 1 AJ, si remplacement libéral micro-BNC égale total... Non, je ne comprends pas la question. Case 1 AJ, c'est tout ce qui est salariat. Donc, si vous remplacez et que vous êtes sous statut salarié, c'est dans la case 1 AJ, c'est pré-rempli. Par contre, si vous êtes en micro-BNC, que vous faites des remplacements libéraux, c'est dans la case, j'ai plus sous les yeux sur ma présentation, mais c'est mon commerciaux pro. On est sur du 5HQ qui est présenté dans le diaporama que vous pourrez avoir. Donc, rappeler ou déclarer les revenus en cabinet libéral. Pouvez-vous rappeler ou déclarer les revenus en cabinet libéral? Donc, du coup, je pense que c'est ce que je viens de dire là. Case 5HQ pour tout ce qui va être recettes micro BNC, ce sont les recettes brutes. Mais pensez à revoir le début si jamais vous n'avez pas vu le début de la vidéo et de la présentation pour bien comprendre les éléments. Ah, de rien pour les réponses. Merci en tout cas pour vos messages. Je suis contente d'être assez claire du coup. Si on travaille 11 Peut-être qu'on va mois... prendre une ou deux questions encore et puis on va s'arrêter là. D'accord, ok.
Si on travaille 11 mois dans les DOM, je ne sais pas si c'est pour revenir sur la partie abattement, je pense que vous avez l'abattement d'impôt. En tout cas, il vous faut déclarer votre habitation dans les DOM pour pouvoir en bénéficier. Pour les frais kilométriques, vaut-il mieux faire le forfait ou les frais réels? Moi, je privilégie toujours le forfait, c'est moins compliqué quand on arrive à faire des calculs de plafond, de déduction des frais de valeur de véhicule. Donc, j'ai fait le barème kilométrique qui a été revalorisé et qui en plus est de 20% en cas de véhicule, ça peut être pas mal aussi. Si le véhicule qu'on utilise sur notre trajet travail-domicile a une panne ou autre durant l'un de ces trajets, ce qui a entraîné des frais, est-ce déductible? Tout pareil, ça peut être déductible, mais en fait, si vous faites l'indemnité kilométrique pour votre autre véhicule, vous ne pouvez pas location de votre nouveau véhicule. Et si ce sont des frais de réparation, c'est inclus dans l'indemnité kilométrique. Hop, je regarde s'il y a une dernière question. Du coup, on peut prendre le forfait kilométrique, après déduire en frais réels les cotisations, etc. Oui, tout à fait. En fait, on a les déplacements, on a les repas, on a les événements revus, les cotisations syndicales. Donc, les frais de déplacement peuvent être en frais réels ou en forfait kilomètre. Les frais d'abonnement revue réels, les frais de repas peuvent être en forfait ou en réel. Mais chaque catégorie peut être calculée différemment. Oh, ben je pensais pas réussir à finir toutes les questions, mais Bravo, merci beaucoup. j'espère que c'était très clair. Merci pour vos retours en tout cas. Merci pour votre attention. Je sais que c'est pas forcément facile d'écouter tout ça pendant 2 heures quand c'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. N'hésitez pas à faire des retours en tout cas sur la présentation des éléments que vous aimeriez avoir un peu plus en détail, des choses qui sont pas claires ou éventuellement des supports différents que le diapo pour que je puisse m'améliorer pour l'année prochaine. Bon, on fera ça. Merci. On enverra, du coup, tu nous envoies ton diapo à Valérie et à Oui. moi, et après, on enverra un mail à tout le monde, ne vous inquiétez pas, et vous aurez la vidéo et le diapo. Et puis, on fera un petit questionnaire de satisfaction aussi. Ok, super. Et merci beaucoup. à tous. Désolé de ne pas avoir été trop là pour t'aider, mais voilà. Merci encore, Marjorie, pour tout ça, et à De bientôt. rien. Bonne À soirée à bientôt. tous. Bonne soirée. Au revoir.